Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être là. Je vous demande d'accueillir Arnaud Desplechin. Juste d'abord dire que c'est un immense plaisir de vous voir. Je pense que pour tous les gens qui aiment le cinéma et qui travaillent dans les salles, il n'y a pas plus beau que ce que je suis en train de regarder là, vous tous dans la salle. Voilà, je voulais vous remercier d'être là. Et peut-être passer un petit peu la parole juste pour quelques mots avant le film. Et évidemment, on se retrouve à l'issue de la projection pour discuter avec Arnaud Desplechin. Écoutez, je disais à Laura que je ne saurais pas quoi vous dire ce soir. Je vais avoir l'air très belle. J'étais venu au Vincennes pour vous montrer Roubaix et une lumière qui était une adaptation, puisque c'était l'adaptation du documentaire de Moscou. Je suis revenu pour vous montrer Tromperie, qui est une adaptation de Philippe Roth. Et cette fois-ci, je suis revenu après le Philippe Roth. Je me suis dit non, il faut que je revienne au scénario original. Donc là, c'est un film original où j'ai doublement le trac. Donc je trouve doublement moins encore à vous dire. J'espère que ça vous choquera et j'espère que ça vous y trouverez une forme de tendresse ou de douceur. Voilà. Et on se retrouve après et je crois que les acteurs sont merveilleux. Donc voilà. Merci à vous. Bonne projection. Je crois que c'est bien de pouvoir respirer un petit peu après le film. Donc je vais poser une première question peut-être. Du coup, je vais poser une question très simple qui nous permettra de démarrer. Parle plus fort. Je parle plus fort. C'est mieux là ? Ah ben voilà. Vous avez dit avant de démarrer la projection que vous reveniez à un scénario original après avoir fait 2 films qui étaient adaptés. L'un d'un documentaire qui est donc le film que vous avez fait qui est Roubaix et une lumière, et l'autre d'un texte littéraire de Philippe Roth. Et donc vous revenez, et j'ai envie de dire, vous tapez très fort dès le départ, avec 2 scènes d'ouverture qui sont, assez puissantes. Alors je me demandais comme ça, qu'est-ce qui vous a poussé à partir immédiatement comme ça par 2 scènes, c'est-à-dire la scène d'ouverture avec... on arrive dans cet appartement. La Shiva de Jacob. Voilà, et puis ensuite l'accident. Ce retour, pourquoi démarrer aussi fort ? Mais c'était un peu les premières notes que j'ai envoyées quand je proposais à la scénariste Julie Père de m'accompagner sur cette écriture. Donc je savais que ce serait une écriture au long cours, c'était que c'était d'aller droit au but. J'ai fait beaucoup de films qui étaient construits sur des digressions, et je me dis, ce film-là, il n'y aura aucune digression. Ce sera un film qui sera obsédé par son sujet, donc il faut aller droit au but tout de suite. Alors après, vous parlez de ces 2 scènes d'ouverture, et là j'aimerais dire la 3e, quand on découvre Alice dans la loge et qu'elle s'est tapée et qu'elle dit je peux pas monter en scène, etc. Donc ça a commencé très fort. J'ai pas fait de latin, mais je crois qu'on dit in medias res, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au cœur des choses, quoi, de partir dedans. C'était de faire ça. Alors j'ai envie de dire que c'est des souvenirs, c'est un mélange d'hommages à des films qui ont été importants pour moi et d'expériences que j'ai pu avoir de la vie. Hélas, à mon âge, j'ai eu l'expérience heureusement j'en ai été préservé, mais d'avoir des amis qui avaient perdu des enfants, et donc c'est une expérience très, très extrêmement violente qui n'a pas de nom. Je pense toujours à ça quand vous perdez votre époux, votre épouse. On dit de vous que vous êtes veuf ou veuve, et quand vous perdez votre enfant, on dit plus rien. Il n'y a plus rien à dire. Donc c'est comme ça. Et en même temps, c'était nourri d'un film qui m'est cher, qui était La Chambre verte de François Truffaut, qui commence où on est dans une chambre où il y a une femme qui est dans son cercueil, il y a le mari éploré, et Truffaut débarque dans la scène et fout le prêtre à la porte. Alors du coup, il y avait si vous voulez, j'ai toujours besoin qu'il y ait un hommage au cinéma, et en même temps que ce soit nourri par la vie telle que je peux l'expérimenter. Et la scène de l'accident, comme ça, c'est ce qui fait tout d'un coup, c'est le sort
qui va faire que les deux qui sont été séparés pendant 20 ans se réunissent, quoi. Donc il me fallait un choc pour les réunir. Il fallait une collision pour qu'il y en ait une autre. Voilà, pour qu'il y en ait une autre qui soit toute dérisoire dans le supermarché, mais il fallait qu'il y ait cette collision pour que tout d'un coup ça... Voilà, tout d'un coup, c'est le sort qui arrive, qui les frappe. Il y avait un côté presque de tragédie grecque comme ça, où c'est... Quand je dis tragédie grecque, c'est pas pour faire snob, c'est que ce qui m'a impressionné pendant le tournage, c'est que j'ai l'impression que c'est des sentiments que les personnages sont envahis de sentiments qui sont plus grands qu'eux, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont des sentiments qui les dépassent complètement, quoi. Et donc c'est pas comme dans la tragédie française, c'est comme dans la tragédie grecque. Ils sont habités par des sentiments qui sont... La fureur de Louis dans la première scène, elle est plus grande que lui. Il peut pas la contrôler. J'étais trop long dans ma réponse, j'ai fait la réponse plus brève. Donc, voilà, j'arriverai pas à le dire. In medias res, moi non plus, j'ai pas fait de latin. Et en même temps, il m'a semblé, on retrouve un certain nombre de... quand vous parlez de cette troisième séquence d'ouverture du personnage incarné par Marion Cotillard dans sa loge qui s'est frappée, évidemment, moi me revient immédiatement en tête une autre scène d'un autre de vos films, qui est dans Esther Kahn, une scène très, très violente, qui d'ailleurs éclaire un petit peu celle-ci, du coup, la violence qu'on ne voit pas dans cette scène-là. C'est que j'ai été très frappée en voyant le film, que j'ai vu plusieurs fois, d'une sensation étrange de la manière dont le film est tissé. Alors je m'explique. Et là, déjà, je retombe dans mes travers de faire des questions incompréhensibles et trop longues. Vous comprenez pourquoi c'est mieux que je n'entende pas. Qui est que la façon dont, et peut-être ça a à voir avec ce que vous avez dit, d'avoir une ligne comme ça, d'aller droit au but, c'est qu'à la fois on a le sentiment que ça va droit au but et qu'il y a une manière très singulière de percevoir les sortes de réminiscences ou d'apparitions comme ça, de points, de scènes qui viennent de l'enfance. C'est quelqu'un qui... J'ai reçu un texto hier soir, tard, d'une spectatrice qui avait travaillé sur le film et qui était très gentille et qui m'écrivait. Et c'est des sentiments terribles, hein, puisque c'est la haine, et une haine absolue, comme c'est une haine de 20 ans, une haine qui passe au-dessus de la mort d'un enfant, qui passe au-dessus de la mort des parents, une haine inextinguible, et en même temps, elles sont vécues par deux enfants. C'est des sentiments, quand je vous dis, c'est des sentiments plus grands qu'eux, c'est deux gosses, quoi. Elle est en colère, elle a oublié pourquoi. Alors, ils sont obligés de replonger dans l'enfance, mais je pense aussi c'est l'accident, la vulnérabilité des parents qui fait ça, que tout d'un coup, ils doivent replonger dans leur enfance pour se dire, mais où est-ce que c'est né tout ça ? Et quand je vous disais, quand on a commencé le film avec Julie, je lui disais, voilà, vous voyez, on a chacun, pas tous, mais chacun, des vies un peu abîmées, avec des accros, avec des douleurs, des choses, etc. Et moi, je lui disais, ce qui serait bien, ce serait de faire un film qui répare les accros qu'on peut avoir chacun dans nos vies. Et donc, quand il y a de la haine, ça arrive. Je dirais après un exemple qui me passe en tête comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas chercher pourquoi, il faut chercher à ce que ça s'arrête. Et le but du film, c'est que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Et de chercher pourquoi, ça ne sert à rien. Donc eux, ils sont plongés dans leur mémoire l'un et l'autre, ils ne se souviennent plus bien. Et le but, c'est de dire arrête de chercher pourquoi et demande-toi quand est-ce que ça se termine. Mais l'exemple auquel je pensais, quand je pensais à ce mélange de sentiments très violents et d'enfance, c'est la première fois que j'ai lu Laterna Magica, qui est un livre autobiographique de Bergman, que j'aime beaucoup, qui est chez Gallimard. Et j'arrivais à la page 3, et Ingmar écrit la première fois que j'ai essayé de tuer mon frère, c'était à coups de marteau, j'avais 6 ans. Je me suis dit, putain, c'est un livre pour moi, quoi. Et c'est des haines, mais des haines d'enfants, avec de jalousie extrême, de choses extrêmes. Et c'est vrai que quand on a commencé le film, mais ça s'est rejoué pendant le tournage, il y a deux sentiments, il y a eu un sentiment pendant l'écriture et un sentiment différent pendant le tournage, c'est qu'il fallait libérer Alice. Il faut qu'elle termine, il faut la sauver. Il faut la sauver des passions tristes dans lesquelles elle est captive.
Et ça, c'est ce que j'ai sur le tournage chaque jour. C'était le travail de Marion Cotillard, que je trouve admirable. Et à la fin du tournage, elle m'avait étreint comme ça. Elle m'avait dit, je crois qu'on l'a sauvée tous les deux. Et non, c'est elle qui l'avait sauvée. C'est précisément que ce sont comme des petites épiphanies, en fait. C'est pas des souvenirs, c'est pas des réminiscences, c'est très étrange. Ça, c'est tout piqué à un film que j'aime vachement, qui est hyper sous-évalué. De toute façon, tout est piqué dans des films que j'admire, hein, donc j'ai pas de secret. C'est comme ça que je fabrique mes films. Si j'admire ceux des autres, c'est un film qui s'appelle Another Woman, une autre femme, de Woody Allen. Et puis à un moment, on voit Gina Rollins qui ouvre un album de photos, et c'est des plans de films. C'est pas des photos, c'est des bouts de films qu'on voit. Et cette scène dans Une autre femme m'avait beaucoup marqué. Et on voit une belle-mère qui parle à sa belle-fille, et tout d'un coup, la mémoire lui revient. Alors du coup, comme j'admire Another Woman, et comme le film ressemble aussi dans les rapports avec la fan, il y a des citations de films différents qui peuvent se mêler. Du coup, ça m'avait enchanté dans le film de Woody Allen. Je me suis dit, c'est ça, ils ouvrent un album de photos, et tout d'un coup, c'est des bribes de souvenirs. Il n'y a pas de... Mais c'est toujours la même chose, c'est parce que je vais dire un truc, parce que j'appréhende vos questions. Évidemment, c'est le premier débat que je vais faire, donc je vais être maladroit devant vous. Mais vous voyez, quand on montrait le film à Cannes, des gens, je devais faire des interviews et tout ça avec la presse française ou étrangère, et les gens me disaient, mais pourquoi ? Vous n'avez pas dit pourquoi dans le film. Et moi, je pense que le film, il dit exactement pourquoi, mais que ça n'a aucune espèce d'intérêt. C'est-à-dire, elle le dit dans la scène 3, la scène de la loge, elle dit « il m'a volé mon nom ». Elle le dit, vous l'avez entendu, elle le dit. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas besoin de plus que ça. Il y a d'autres raisons qui sont expliquées aussi dans le film. Mais la raison pourquoi on hait quelqu'un, la haine, c'est toujours une perte de temps. Toujours une perte de temps. Il faut juste arrêter. Et c'est tout. Donc en même temps, il fallait que nous vous répondions à cette question, que nous vous donnions par tous ces petits bribes de souvenirs, toute la généalogie de cette colère ou de ce dépit comme ça de Alice, et en même temps qu'on vous dise mais ça se passe ailleurs, quoi. C'était un peu dans ce double mouvement qu'on se tenait. Ailleurs, il y en a pas mal dans le film. Ouais. Une fois qu'on est rentré dans cette, ce tumulte un peu vertigineux quand même, arrive un personnage qui va être évidemment essentiel, et on se trouve dans un paysage tout à fait stupéfiant, et voilà qu'on monte à cheval. C'est un sacré ailleurs, non ? Enfin, je sais pas, j'étais très frappée, et je pense qu'il y a énormément de... On verra comment la conversation va se tisser avec le public, mais il y a pour moi dans le film beaucoup de résonances que je trouve assez stupéfiantes. Poursuivons ce cheminement dans le film avec cette scène un peu... Je sais pas si c'est un western, mais quand même ça ressemble un petit peu à un western quand même. Ben, j'aime beaucoup Bell Rider de Clint Eastwood, mais vous voulez que je parle de Zvi ou vous voulez que je parle des Pyrénées ? Les deux. Les deux. Mon Dieu, ça fait trop. C'est vrai que comme c'était, on savait, comme c'est une histoire de famille, le titre l'indique, frères et sœurs, voilà. Donc on est enfermé, excusez-moi pour mon vocabulaire américain, mais on est enfermé avec un frère et une sœur qui viennent tous les deux de la toute petite bourgeoisie, qui sont tous les deux du Nord, qui sont tous les deux caucasiens, tous les deux de famille chrétienne. Et du coup, j'avais peur que ça vous étouffe, cette histoire de famille. Donc tous les chemins de traverse que j'ai pu trouver pour ouvrir le film vers ailleurs, je les ai embrassés. Alors donc dès qu'on avait cette famille, ça me plaisait que Zvi ne soit pas chrétien, qui viennent d'ailleurs. Alors l'acteur, ses parents sont nés d'un côté de la Méditerranée, moi mes parents sont nés d'un autre côté de la Méditerranée. Patrick Timsit vient d'une autre cinématographie que la mienne. J'adore Le Cousin, le film de Corneau où il jouait très jeune avec Alain Chabat et tout ça. Et du coup ça apportait des corps étrangers, quoi. Donc du coup, ce que j'avais peur, c'était de l'entre-soi. Alors il y a la famille Vuillard, ils sont enfermés à se disputer comme des enfants dans cet appartement ou à l'hôpital, et tout d'un coup j'avais envie d'ouvrir les fenêtres, quoi. Et c'est ce qui nous conduit jusqu'à la fin. Ils sont bien ouverts. Alors peut-être on va commencer à voir s'il y a parmi vous, maintenant que vous avez un peu pris de la respiration,
Bonsoir. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé votre film et il m'a fait penser tout de suite à Roi et Reine et Un conte de Noël. Et j'ai l'impression que vous avez pris les résonances dont a parlé Laura. On retrouve pratiquement tous les personnages de vos films précédents qui des fois ont changé de prénom. On ne sait pas trop pourquoi, mais par exemple le personnage de Marie-Louise, c'est Junon manifestement. Donc, et Elisabeth est devenue Louise. Oui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez pourquoi vous avez à nouveau repris toute cette famille, et est-ce que vous avez l'intention de la lâcher définitivement, puisqu'il y a une réconciliation à la fin, ou si vous avez l'intention de continuer avec ces personnages. C'est vrai que quand j'envoyais, je vous dis, ces notes cet été, où j'ai envoyé les premières notes à Julie Père, avec qui j'écris mes films, je disais, voilà, sur Un conte de Noël, il y avait j'avais laissé Elisabeth qui était chagrine. Alors j'avais essayé comme ça sur une scène sur le balcon et elle citait Shakespeare et tout ça, mais elle était encore remplie de colère ou de passion triste. Alors j'ai essayé de la libérer un peu et je trouvais que le film partait dans toutes les directions. Et alors on voyait Junon et puis son fils qui se défiait encore comme ça. C'était un film furieux, en colère. Et je disais, mais oui, mais j'ai pas réussi à la délivrer. J'ai pas réussi à délivrer Elisabeth. Et je me suis dit, ce que j'ai pas su faire sur ce film-là, j'aimerais faire un film, comme je vous disais, qui répare la vie. Pas qui montre la vie, mais qui la répare. Et donc mon travail, il n'est pas terminé parce que j'ai laissé Elisabeth sur un balcon. Et donc il fallait que je lui invente un autre prénom. Alors je pensais à Alice tout bêtement parce qu'elle est au pays des merveilles qui sont très mortifères, vous voyez, très terrifiantes. Mais vous voyez qui tout d'un coup avec le lapin plonge dans des gouffres et dans des abysses. Je me disais mais ce coup-ci je vais lui trouver une issue. Ce coup-ci je vais réussir à la sauver. Vous me parliez, j'aime bien que vous me parliez de Marie-Louise parce que c'est quelque chose que j'ai découvert très tard. C'est quand on a écrit. Le père, Julie, m'a dit, mais il s'appelle comment? J'ai dit, il s'appelle Abel, comme d'habitude, il s'appelle Abel comme dans Frères et Sœurs et comme dans Un conte de Noël. Et elle m'a dit, donc la mère s'appelle Junon. Et j'ai dit, c'est pas du tout, parce que la mère, c'est pas un mythe. Parce qu'on voit pas la mère, c'est juste un corps. Vous voyez, quand j'ai rencontré l'actrice qui allait interpréter le rôle de Marie-Louise, je lui ai dit, j'ai pas de rôle à vous donner, ce que je vous propose, c'est d'être mon modèle, comme si j'étais un photographe ou un peintre. Et je vais essayer de bien vous prendre en photographie et de prendre de beaux portraits de vous. J'adorais le visage, j'adore toujours le visage de Nicolette. Et donc j'adorais la filmer. Mais elle est allongée et un corps, c'est encombrant. Un corps, elle a l'assistance respiratoire, elle a le truc. C'est que trivial, c'est qu'une trivialité. Donc il lui fallait un prénom trivial. Alors, je vais vous raconter ma bêtise. C'est que ma bêtise, je me suis dit, du coup, je ne vais pas lui donner un nom de mythe, Junon. Je vais lui donner un nom tout bête, c'est le nom de ma grand-mère, Marie-Louise, voilà. C'est un nom tout bête, voilà, c'est encombrant, c'est bêtement réel. C'est la belle au mois dormant, dit Alice quand elle regarde sa mère sous assistance respiratoire. Et en fait, je n'avais pas compris du tout ce que j'étais en train de faire. Et au mixage, je me suis dit, mais évidemment. Vous voyez, ce fils qui s'est disputé pendant tant d'années avec sa mère, comme dans Un conte de Noël, voilà, qui s'envole et qui s'endort en étreignant sa mère. Et j'ai pensé que, évidemment, les choses étaient bien faites. C'est que dans le prénom de la mère, toujours son fils avait été appelé. Puisqu'elle s'appelait Marie-Louise, il s'appelait Louis. Et que de toute éternité, il était appelé un jour à la rejoindre, à l'étreindre, à être le fils maladroit qu'il est, et à pourtant embrasser sa mère. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Et enfin, pour répondre à la fin de votre question, la famille Vuillard est revenue quand je me suis dit, tiens, je vais réécrire un scénario original. Il y avait la même structure que Frères et Sœurs, que Rois et Reines, puisque Frères et Sœurs, Rois et Reines, c'est-à-dire quand on voit le frère, on ne voit pas la sœur, vous voyez, un petit peu comme avec Nora et Ismaël. Et pourtant, ça brassait les thèmes, qui étaient ce thème de la colère, qui était brassé dans le conte de Noël. Alors les Vuillards sont revenus frapper à ma porte, je leur ai ouvert. Avec ce film-là, j'ai l'impression que j'en ai terminé. Évidemment, j'en ai terminé. Maintenant, est-ce qu'on en a terminé avec la famille? Ça, jamais. Mais vous voyez, là, j'ai abordé pour moi le tabou ultime, qui est la mort des parents. À mon grand âge, j'ai encore la chance d'avoir mes 2 parents vivants, donc c'est impossible pour moi d'imaginer qu'ils disparaissent.
Voilà, j'en suis juste là. J'en suis là. Pour moi, c'est impossible. Et pourtant, j'ai affronté ce tabou avant qu'il ne m'arrive ou avant qu'eux ne me perdent. Vous voyez, on ne sait jamais. Je peux passer sous le bus en sortant. Mais vous voyez, c'était ce tabou que j'ai affronté, quoi. D'où cette impression de terreur dans les scènes du début dont Laura parlait. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé votre film qui renvoie à toutes sortes de névroses familiales que nous avons tous, certainement. Et ma question, c'est la mort des parents, est-ce qu'elle libère quelque chose dans cette histoire ? J'ai l'impression que c'est, chez les personnages, j'ai l'impression que c'est une chose très très choquante, mais j'ai l'impression que oui, mais je me suis surpris en l'écrivant, vous voyez. Et je pense en particulier à une scène où certains spectateurs étaient choqués par la scène, c'est quand on trouve les deux enfants qui sont maintenant vieillissants, vous voyez, qui ont des âges respectables et des enfants, etc., et qui se retrouvent tout nus au lit, vous voyez, et qui dans une situation terriblement choquante et incestueuse, et les parents sont partis, et enfin ils peuvent être des enfants. C'est-à-dire tout d'un coup, comme si les parents les avaient obligés à être des adultes, comme si c'était les parents qui avaient construit cette rivalité entre eux, comme si c'est les parents qui leur avaient dit dans la scène de l'anniversaire « tu devras exceller mon fils, toi tu excelles ma fille », etc. Et voilà que les parents partis, enfin, ils se comportent comme s'ils avaient 7 et 8 ans, qu'ils allaient dans le placard et qu'ils jouaient au docteur. Et vous voyez, il y avait tout d'un coup un effet de libération terrible qui se passait, et tout d'un coup, tout tombait. Et c'était la situation, c'est pas moi qui ai trouvé la citation, c'est un ami que j'ai crédité au générique. C'est tout d'un coup, Alice, elle est devant les deux cercueils de ses deux parents, ce qui est très choquant pour elle. Et elle dit « Avant que notre sang ne se fige », citation de Maître Eckhart, comme ça, retrouvons-nous, voilà. C'est tout d'un coup, les parents sont plus là, les voilà à nu, quoi. Les voilà totalement à nu. Donc oui, ça libère, et c'est une libération terrible. Pour reprendre un sous-titre de... C'était dans Rois et Reines, Libération terrible. Je voulais simplement vous remercier parce que vraiment, ça résonne tellement. Moi, j'avais 3 frères, j'en ai que 2 maintenant, mais tout ceci se retrouve dans votre film. Les problèmes liés aux parents, le dénouement ne sont pas des haines. Ce sont des acrimonies, ce sont des ressentiments qui sont indéfinissables, qu'on traite comme de la haine, mais ce n'est pas de la haine. C'est quelque chose de transmis, bien malgré nous, que nous devons supporter toute notre vie, bien malgré nous, parce que ce sont les parents qui transmettent ça. Et quand ils s'en vont, ça se dénoue. Oui. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai vécu. En plus, il y a eu la perte de nos enfants. Donc, vous voyez comment ça résonne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment tellement fortes et importantes. Et on se retrouve. Donc, c'est très libératoire. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Plein. Non, eh bien, bravo quand même, parce que vous avez bien ciblé. Oui, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs avec qui j'ai des rapports formidables et désastreux, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Et non, je suis touché par ce que vous dites, parce que je crois que, vous voyez par exemple la scène qui pourrait sembler une blague à la fin, quand ils se retrouvent au lit tous les deux et que lui se dénude, etc. Et évidemment qu'ils se sont aimés trop. De tout temps, ils se sont trop aimés. Louis, il a trop aimé Alice. Alice, elle a trop aimé être aimée par Louis. Et tout d'un coup, ils ne savent plus quoi faire de ce trop. Il y a une réplique qui m'amuse toujours, c'est quand Borkman, le mari d'Alice, il dit ton dernier recueil ne quitte plus la table de chevet d'Alice. Et je me dis, ouais, mais à 3 dans le même lit, c'est encombrant, quoi. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, elle va falloir qu'il s'écarte, quoi. Parce qu'il s'aimait trop, évidemment qu'il s'aimait trop. Mais que la haine ou la colère, ou le ressentiment, ou l'acrimonie, comme vous la nommez, ça ne m'intéresse que si c'est le visage triste d'un amour contrarié ou maladroit, ou si c'est une maladresse de l'amour.
Si c'est autre chose, ça ne m'intéresse pas, puis j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois si c'est le visage malheureux d'un autre sentiment qu'on sait pas mettre à jour, quoi. Et le travail du film, c'est de le mettre à jour, comme je vous disais. Et la jalousie qui est suscitée par les parents et qui est suscitée par un monsieur. Il y a aussi, on a une scène qui évidemment et qui éclaire un autre sujet ou un autre fil plutôt que du sujet, c'est le sentiment de la perte. Avec cette scène qui est incroyable pour moi en tout cas du personnage de Louis en train de boire avec les flics qui arrivent et lui qui leur hurle « Mais qu'est-ce que vous savez de la perte ?» Et là aussi, il y a ça m'amène peut-être à un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, que je trouve un personnage absolument magnifique, qui est le personnage incarné par Golshifteh Farahani, qu'on voit dans la première séquence qui sort de la chambre où on repose le corps de son fils, et qui va, elle aussi, au fond, vous avez dit, elle va rejoindre, mais elle va rester pendant tout un temps du film dans cet espace très singulier qui est celui de la maison dans les Pyrénées. De la maison dans les Pyrénées. C'est étrange parce que on a correspondu, Golshifteh n'a pas pu nous rejoindre à Cannes parce qu'elle était en tournage pour une série télé, et sur les séries télé, ils sont très très méchants, donc ils n'ont pas du tout donné le droit de venir présenter le film, etc. Et Golshifteh Farahani est une actrice iranienne, d'origine iranienne, elle habite en Espagne maintenant, et elle me disait, donc on échangeait par texto, elle me dit ça s'est bien passé, je lui dis ça s'est bien passé, elle dit toi je t'aime bien parce que tu aimes bien les parias, et elle reprenait le terme qu'elle avait. Effectivement, c'est ce que je vous disais au début, c'était un sentiment un interdit, quoi. Je me disais comment est-ce qu'on fait pour montrer ça, la perte d'un enfant. C'est montré dans quelques films, pas tant que ça, mais c'est montré un peu, parfois avec vérité, parfois avec maladresse. Mais je crois effectivement qu'on a perdu un enfant, on a tout perdu. Je le sais puisque je l'ai vécu, enfin je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vu des amis le vivre, on a tout perdu. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'il y a un après, donc il faut l'occuper, quoi. Alors, il y a cette phrase comme ça que j'aime beaucoup quand ils sont au coin du feu et quand Zvi lui dit « mais vous êtes heureux ?» Puis elle dit « non ». Elle dit « mais alors pourquoi vous ne revenez pas dans la vie ?» Elle dit « parce qu'ici je vois le visage de mon fils et c'est une bénédiction ». Et donc il y a ce truc. La scène qui m'aime beaucoup, évidemment, c'est le coup de téléphone quand Abel vient de mourir et quand ils se téléphonent tous les deux. Et voilà, qu'ils se surprennent à pleurer. Et évidemment qu'ils ne pleurent pas Abel, puisque Abel il était vieux, voilà, c'est la nature des choses, l'accident, voilà, l'âge, les générations font que le père disparaît et que enfin le couple peut pleurer l'enfant qu'ils n'ont pas su pleurer ou qu'ils ont pleuré avant, mais enfin c'est les larmes de Jacob qui reviennent à nouveau. Mais la performance de Golshifteh s'est exclue comme ça, qui revient, la femme d'un paria, qui elle est même une paria, et ça recouvre un peu le sort qui est fait à Golshifteh, puisqu'elle sait qu'elle ne reviendra jamais en Iran. Allez savoir les changements politiques, on ne peut pas savoir, mais enfin en Iran ça a l'air mal parti quand même. Et donc elle-même mène une vie de paria, et du coup il y avait une rencontre entre l'actrice et le personnage qui était très très forte à filmer, quoi. Et j'aimais qu'elle soit comme ça, une fenêtre ouverte sur cet endroit sauvage, cet endroit de western où elle habite dans la maison. Ils se connaissent que par coup de fil. De rien. Moi, elle dit, ouais. Oui, c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est une vraie héroïne, une vraie héroïne de cinéma. Bonjour, comme tout le monde, je pense, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Vous évoquez à plusieurs reprises le travail avec votre scénariste, avec votre co-scénariste, alors que c'est des films à la fois très personnels. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec elle avant et comment vous travaillez ensemble à l'écriture du scénario? Julie Père est également écrivain, elle a écrit écrivaine, elle a écrit 3 romans et je la connais depuis avant qu'elle écrive des romans. Voilà, puis après on a un peu collaboré, etc. Elle m'avait surtout aidé sur 3 souvenirs de ma jeunesse où elle m'avait beaucoup aidé. On l'avait fait ensemble. Et alors, elle habite à Los Angeles maintenant, donc j'en profitais pour dire du mal d'elle, comme elle ne peut pas être dans la pièce où il y a tout ça. Je ne pense que du bien d'elle, mais en gros, je fais le clown devant elle, souvent par Skype. Quand elle est de passage à Paris, c'est devant elle, et je fais des improvisations.
Si vous voulez, quand vous écrivez un scénario, vous n'arrêtez pas de ne pas trouver. Les 9/10 du temps consistent à être assis l'un en face de l'autre en disant on ne trouve pas, on n'a pas d'idée. C'est les 9/10 du temps. Et le 10e qui reste, je dis et si, et je commence à jouer tous les rôles. Et alors Julie, elle note très consciencieusement mes improvisations, et pendant la nuit, elle m'écrit la scène que j'ai improvisée, et elle me l'envoie. Et alors moi, le lendemain matin, je la lis très tôt, je suis extrêmement vexé, je pense que j'étais vachement meilleur acteur que ça quand même. Alors je repasse une couche dessus, vous voyez, et après commence notre travail d'élaboration de la scène. Et donc c'est surtout par un travail d'improvisation de ma part, et Julie se faisant la scribe de ça, et après commencent les échanges. Mais sur ce film-là, il y a eu un travail singulier, par exemple par rapport au Conte de Noël, qui était un film qui était une succession de digressions. Vous voyez, vous aviez Catherine Deneuve qui se mourait du cancer, et puis d'un autre côté, il y avait sa fille Sylvia Mastroianni qui était amoureuse du cousin de son mec, etc. Tout était pris à égalité. Là, c'est pas, comme je vous disais au début, c'était un film obsédé. Et donc une partie du travail avec Julie Père était un travail de méditation en profondeur plutôt qu'en superficie. Et si vous voulez, autour de cette question, par exemple, de la haine, de ce que Alice croit être de la haine, ou de la colère, ou de cette colère de petite fille comme ça, rageuse et tout ça, on cherchait des issues qui ne soient pas, excusez-moi l'adjectif, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais chrétiennes. Je pourrais dire mielleuse, ou je pourrais dire sucrée, ou des choses comme ça. Et c'est en parlant avec Julie, en méditant, une scène que je connaissais très très vite, mais qui nous a pris beaucoup de temps à méditer, elle et moi. C'est la scène du supermarché, quand tout d'un coup Louis la bouscule, ils se croisent, ils se retrouvent face à face. Et nous venait... alors moi j'ai pas fait d'études, Julie est beaucoup plus calée que moi, donc elle a fait des études, donc elle est calée, donc tous les trucs calés, je lui demande à elle de le faire, et moi je me contente de faire l'andouille. Et bien, c'était autour du concept de ce qu'on appelle en grec de la tuché, de la rencontre, du trébuchement. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous tombez sur quelqu'un comme vous tombez sur un caillou. Et vous voyez, et moi j'ai toujours pensé ça, vous voyez, c'est que c'est une très bonne nouvelle de se cogner. C'est-à-dire que vous avez un bleu, donc vous dites je suis en vie. C'est vachement bien, je suis en vie. Et quand vous trébuchez sur un autre être humain, évidemment que la rencontre c'est toujours mal fait, c'est toujours le coup de foudre, c'est ça, évidemment que c'est mal fait. Et les deux têtes se cognent, ils se font un peu mal, et donc d'un coup ils se disent je suis un être humain, c'est un être humain, donc le haïr ça sert à rien. Et vous voyez, et du coup, cette scène, je la connaissais, et pourtant, pour arriver à l'épure de la scène, ça a été un travail de maturation entre Julie et moi, et de dialogue autour de cette scène, pour qu'elle joue cette fonction cathartique de la rencontre, et qui, elle, serait une réponse qui ne serait pas une réponse chrétienne à la question de comment arrêter avec la haine, le pardon, les excuses, la confession, etc. Non. Juste vous tombez sur quelqu'un. La personne, vous tombez dessus. Et vous dites, c'est pareil que moi et infiniment différent de moi. Voilà, la tucher. Et ça, c'est quelque chose que je dois à Julie Père. Vous voyez, je lui dois donc beaucoup. Alors, bravo. Vous venez d'aborder la dimension chrétienne qui ne joue pas de rôle dans la scène du supermarché. Il me semble que juste avant la scène du supermarché, il y a celle à la synagogue. Qui est suivie juste après par une scène de déluge, de grêle, et je voulais savoir ce que vous aviez voulu montrer, est-ce que c'était une des 10 plaies d'Égypte à ce moment-là, juste avant le supermarché? J'y ai pensé, j'adore les 10 commandements. Je ne suis pas toujours d'accord avec la performance de l'acteur, mais j'aime beaucoup le film de Cécile 2000. Et bien sûr, j'ai pensé la scène, je me suis dit deux choses. Une chose toute bête, le travail avec Julie Père, j'ai dit à Julie Père, un film sur la colère, ou la haine, ou tout ce que vous voulez, ou la rivalité, et on n'a pas une scène de Kippour, on n'a pas fait notre travail, quoi. C'est la fête du grand pardon, Arcadie l'avait bien dit, donc voilà, à un moment, il faut traiter du pardon, donc il faut aller là où ça se passe, c'est-à-dire à la fête de Kippour. Et les hasards de la vie, mais il y a peu de hasards dans ce genre de matière, font que j'étais en train de lire un petit livre de Horviller qui s'appelle En tenue d'Ève,
de la rabbine Delphine Orviller, et où elle parlait de ce moment. Moi, je connaissais la fin de Kippour, vous voyez, quand tous les enfants se réunissent sous le talit, etc. Machin. Mais à la fin au milieu de Kippour, dans un moment où les gens n'y vont pas spécialement, parce que c'est pas un moment spectaculaire, il y a ce rappel de l'interdit de l'inceste, de ce passage du Lévitique qui est lu. Et du coup, il y avait le commentaire de Orviller, que j'ai complètement oublié, qui était très savant et très brillant comme elle sait l'être. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien ça, trop bien, parce qu'évidemment, pour cet amour tellement brûlant qui s'est transformé en visage inverse, de rappeler à Louis à ce moment-là du film, tu ne dénuderas point ta sœur, car je suis l'Éternel ton Dieu, qu'elle soit née dans la maison ou hors de la maison, et qu'il entende ça d'un psychanalyste, et qu'il entende ça de son meilleur ami, se rappelle de l'interdit fondamental de l'inceste, alors qu'il a cette tentation, qu'il a cette colère et cet amour trop fort, trop brûlant, et on le rappelle à la loi. Et tout d'un coup, il y a de la loi qui passe entre eux. La loi que le père n'a pas su faire. Donc alors il y a une expression que j'aime bien par rapport à la grêle, où je pensais aux plaies d'Égypte, tout ça, où je pensais aussi à la pluie de grenouilles dans Magnolia. C'est ce que Hitchcock appelait un hareng rouge. C'est-à-dire, je ne voulais pas que vous disiez « Ah, il va la rencontrer au supermarché ». Donc vous voyez, Hitchcock il disait un hareng rouge, c'est un truc, vous prenez un hareng rouge, vous le montrez au spectateur en disant « Il y a de la grêle, il y a de la grêle », etc. Un spectateur, il regarde la grêle, et du coup, vous ne pensez pas que c'est Louis qui va rentrer dans le supermarché de dos et qui la bouscule. Donc du coup, il y avait l'élément un peu mythologique, comme ça peut me plaire dans les films, un peu bigger than life, et en même temps très très pratique sur un plan de suspense, c'est que du coup, les spectateurs s'attendent moins à ce que Louis entre dans le supermarché, qu'ils se croisent enfin, et qu'ils échangent leurs premiers mots. Je suis très heureuse qu'il y ait eu cette question sur la grêle, qui est aussi une scène que j'aime infiniment. Et il y a aussi une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça une rime, mais encore une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la pièce que joue le personnage, enfin que joue Alice, hein, qui est donc inspirée de cette nouvelle de Joyce qui s'appelle The Dead, et qui a donné un film qui s'appelle Les gens de Dublin, de John Huston. Et quand je dis d'une rime, c'est qu'il y a cette scène la neige en scène. La neige voilà. En scène, oui. Et ça me plaisait aussi parce que c'est vrai qu'on avait choisi la pièce, parce qu'au début on avait choisi d'autres pièces avec Julie, on s'était dit on va faire un mois à la campagne ou un truc comme ça. Je me suis rendu compte que Tourguenieff, en fait je ne connaissais pas, j'avais rien à dire sur Tourguenieff, et voilà. Et tout d'un coup dans Les Chants de Dublin, il y a cette femme qui pense comme ça des années après, qui pense au seul homme qu'elle ait peut-être aimé et qui n'était pas son mari, qui était un jeune homme qui est mort pour elle. Et du coup, ça rappelait un petit peu le visage de l'enfant, du petit Jacob qu'elle n'a jamais connu quand elle voit le médaillon et tout ça. Où ça me parlait. Et surtout, à la fin, il neige sur l'Irlande. Alors la neige de théâtre, c'est un peu magique, c'est enchanté, c'est protecteur. Et tout d'un coup, la voilà dans la rue, et il y a la grêle qui est beaucoup plus brutale et qui l'agresse. Alors ce genre de rime visuelle, je trouve que ça remplit la tapisserie, quoi. Oui, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi ce film. Je voulais vous dire que j'étais très impressionnée par la rapidité à laquelle vous passez d'une séquence à l'autre. Enfin, j'imagine que c'est volontaire. Du coup, ça nous demande une espèce de voyage qui finit jamais. Je voulais que vous avoir votre avis là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a dans le film, j'aimais bien l'aspect furieux du film, qui est ces accélérations, vous voyez, que le film se précipite dans le récit, et tout d'un coup il y a des pauses comme ça, comme ce moment où tout d'un coup elle est devant sa mère qui est décédée, et elle dit « je ne peux pas défaire ce que j'ai fait ». Et elle est totalement désarmée, et si on peut défaire ce qu'on a fait, mais elle voit pas, elle sait plus comment faire, À ce moment-là, elle est totalement désarmée, comme elle sera désarmée au cimetière, sauf qu'au cimetière, elle a l'idée d'écrire le petit mot qui va la sauver. Mais c'est ces moments-là, comme ça, d'accélération de récit, d'un coup de pause. Je peux penser aussi, une scène qui fait penser à ça, c'est Louis qui joue toujours à l'esprit fort, voilà, qui s'envole, et tout d'un coup, il y a une scène qui est un peu comme une pause. Alors en même temps, elle est très lyrique, mais tout d'un coup, il y a une scène qui est plus lente par rapport aux autres scènes. Mais ces différentes vitesses de récit, c'était quelque chose auquel on pensait beaucoup pendant le tournage, très certainement. Et cette phrase me touche beaucoup, oui. J'avais une autre question, après je vais donner le micro à mon voisin de gauche.
C'était que dans vos films, vous abordez, enfin la médecine fait partie de l'hôpital, en tout cas les soins. Enfin ici on voit par exemple ce cri du cœur, de vous ne savez rien, qu'est-ce que vous savez de moi, enfin quand elle est dans la pharmacie, on a parfois envie de dire effectivement aux gens qui veulent s'occuper de nous, ou d'arracher toutes les perfusions, les prothèses, etc. Je voulais vous demander quel était votre rapport en fait avec l'hôpital, la médecine, parce que souvent on voit qu'il y a beaucoup de scènes, Mathieu Amalric aussi, une autre scène qui est très... C'est un rapport très, j'imagine, très ambigu. Étonnamment, j'y ai très peu réfléchi. C'est un rapport ambigu pour une raison simple, c'est mon père a été visiteur médical depuis qu'il a 21 ans. Donc, si vous voulez, c'est un univers dans lequel j'ai grandi depuis tout petit. Donc c'est un univers que je connais bien, et en même temps je peux comprendre l'idée de l'ordre, l'idée qu'il y a un ordre supérieur, vous voyez, aux patients. Il y a quelque chose qui peut me choquer, puisque moi je serais, vous voyez, je vais vous répondre d'une autre façon encore plus maladroite. J'ai commencé maladroitement, alors là carrément, hop, je vais chuter comme Alice. Vous voyez, évidemment, quand j'ai dit à mon père que je voulais être réalisateur, j'avais 8 ans, c'était la catastrophe. Vous voyez, comme lui, il était représentant médical, il m'a dit non, tu seras médecin. Vous voyez, donc du coup, j'ai fait toutes les études pour devenir médecin. Vous voyez, donc j'ai dû faire des maths, alors j'étais nul en maths, etc. J'étais programmé pour devenir médecin. Je lui ai dit non, mais je vais faire réalisateur. Non, tu feras médecine, etc. Bon, coup de bol, ils m'ont accepté à l'IDEC. Donc du coup, mon père a renoncé, il s'en est jamais remis, et je ne serai jamais médecin. Voilà, c'est hélas pour lui, quoi, et tant mieux pour moi. Et donc du coup, je me tiens entre ces deux positions. Vous voyez, d'une familiarité avec la chose médicale. Un truc qui m'intéresse, c'est qu'on voit le corps. On parlait de Marie-Louise, de son prénom trivial. C'est quand tout d'un coup on voit le corps de l'acteur, ou quand on la voit, vous voyez par exemple, elle a une interview, d'un coup elle se met à saigner du nez. Et tout d'un coup le corps il parle pour vous, quoi. Et du coup ces moments-là me fascinent. Et en même temps, c'est vrai que je me place du côté d'Alice. Vous voyez, qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que tu sais de ce que j'endure? Évidemment que le médecin toujours est conduit à l'ignorer. Il en prend la mesure, et le patient ne peut que dire « vous n'en prenez pas assez la mesure ». Et jusqu'au geste du père, qui termine en disant « j'en ai fini avec la médecine » et qui choisit de mourir parce qu'il trouve que ça lui a fait violence qu'on le maintienne en vie. C'est des paradoxes qui, à mon avis, n'ont pas de solution et qui me fascinent. Qui me fascinent sûrement parce que j'y étais destiné, que j'ai réussi à y échapper. Moi, j'ai dit à mon père, je vais faire l'IDEC. Il m'a dit d'accord. Alors vite, je suis allé m'inscrire en médecine et je suis médecin. et je voulais, au milieu de tous ces éloges que vous avez reçus, je voulais me plaindre. Et je voulais me plaindre parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a perturbé dans le film. C'est comment vous avez traité cette mère. Parce que pendant le film, vous nous faites bien comprendre qu'elle a été centrale par son attitude, parfois sa méchanceté, parfois sa façon de se comporter avec ses enfants, et vous lui avez enlevé la parole. Et là, c'est vraiment méchant, quoi. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais me plaindre, c'est la disparition de l'enfant de... je ne me rappelle plus comment il s'appelle, de Marion Cotillard. Ouais, de Joseph. Joseph, qui disparaît à la fin du film. Et ça nous fait une frustration. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait pour que vous nous fassiez cette frustration-là. Parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ou pourquoi vous nous en voulez pour nous amener cette frustration-là? Je vais commencer par la fin et puis je reviendrai à la mère. Évidemment, pour la mère, ce sera plus difficile pour moi de répondre, donc j'ai commencé par ce qui est le plus aisé. C'est vrai que je disais que je voulais faire un film qui soit obsédé, qui fonce au but. Donc je m'étais dit, ce que j'avais dit à Julie, c'est on a une cible, une flèche, donc on a intérêt à bien viser. Donc tout ce qui sortait de viser, qui est l'arrêt, c'est-à-dire la première scène, ils se haïssent et c'est irréparable. Et bien nous, on va le réparer. Et tout ce qui vient dans le chemin, on l'a balayé. La fonction de Joseph, elle est centrale, puisqu'elle arrive jusqu'à la fin, puisque c'est une scène qui est off, vous avez bien raison de vous en plaindre, mais j'ai préféré la garder off pour que le film soit obsédé par son titre, Frères et sœurs, et le neveu passe à l'as. C'est que le neveu, après l'agression que j'adore, qui me fait rigoler et qui me terrifie en même temps dans la librairie, eh ben c'est le neveu qui est dépositaire du petit mot où elle dit « Avant que notre sang ne se fiche, retrouvons-nous au café, demain 11h, Alice ».
Et elle signe la lettre. C'est à lui qu'elle donne le mot, et c'est donc lui qui se fera le passeur. Et pourtant, on ne le verra pas passer le mot. Et pourtant, c'est lui qui l'ait fait, puisqu'on le sait depuis le moment, depuis leur première retrouvaille, quand ils se retrouvent à l'hôpital, et qu'il dit « Chaque fois que je te revois, je vois le visage de mon fils ». Et donc, on sait qu'il y a un lien entre ce neveu et cet oncle, et c'est ce lien qui va faire que quelque chose va pouvoir se dénouer. Et pourtant, c'est hors champ, parce qu'effectivement, le film était obsédé par son sujet, et donc il n'y avait pas la place pour Joseph. Joseph était laissé dans la marge. Joseph était laissé dans la marge, sûrement parce que la mère aimait trop son frère, et plus encore que son enfant. Et ça m'émeut toujours à la fin, quand elle part en Afrique, et quand elle dit « J'ai abandonné mon homme, le théâtre, mon homme, mon fils ». C'est qu'elle a abandonné même son fils, et je trouve que cet abandon, il est heureux, et je me dis, oh, ça fera du bien à Joseph, cette histoire, qu'elle l'abandonne un peu, ça lui fera du bien. Et c'est comme ça que je me suis comporté par rapport à Joseph. La mère, de lui ôter la parole, je lui avais donné dans un conte de Noël, et je lui avais donné pleinement. Je pense que c'est rattrapé juste par un geste, qui est ce geste, je parlais de deux choses, c'est un geste qui est ce geste d'étreinte, quand le fils qui se croyait à ce point-là en colère contre sa mère étreint sa mère, la découvre vulnérable, et que tout d'un coup, et que sa fille n'a aucune acrimonie contre la mère. L'acrimonie, elle vient du fils, éventuellement du mari, mais elle ne vient pas du tout de la fille. Elle ne vient pas du tout de Fidèle non plus, qui dit « maintenant je suis orphelin », qui est aussi une phrase très vuillarde, qui est très très violente. Il perd sa mère, et son père, ça compte pas. D'ailleurs, on voit le père, il n'est pas très gentil avec Fidèle, et du coup, il n'en a rien à foutre de son père, etc. Mais c'est des vuillards, c'est des durs à cuire, hein. Je suis désolé, c'est pas des déplochins, c'est des vuillards, ils sont teigneux, quoi. Et ils sont tous teigneux. Et du coup, je lui ai ôté la parole, mais je trouve que je lui ai donné un visage, et qu'il y a un visage de paix ou un visage apaisé. Ce geste de tendresse qu'il a, et cette vulnérabilité, et là encore, c'était une vulnérabilité qui pour moi était dure à filmer, donc je vais vous raconter une histoire intime qui a trait au visage de cette mère. C'était pas avec une femme, ni avec ma mère, qui est bien en vie, mal en vie, mais enfin qui est en vie, et c'était celui qui a été mon maître de cinéma, Jean Douchet. J'étais avec lui à l'hôpital quand il venait d'être hospitalisé dans ses derniers jours, et j'étais dans la pièce quand l'infirmière s'est tournée vers moi en disant « C'est quoi cette tache sur la jambe ?» Et donc j'ai vécu ce moment, et j'ai vécu ce moment comme c'était mon maître. C'était inimaginable pour moi qu'on touche à l'intégrité d'un homme que j'avais tellement aimé. Et donc je pense que dans ces scènes-là où on pleure la mère, on dit « C'est pas possible de toucher au corps de ma mère », qu'il y a un sentiment qui se passe comme pour Joseph, qui se passe hors champ, c'est-à-dire la mère n'est pas dans le champ. Et pourtant, quand je vois Marion qui dit on peut pas débiter ma mère en tranches, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Je sais que le sentiment est vrai, je sais que le cri de Marion est vrai, parce que je l'ai vécu, puisque je fus Alice à ce moment-là. C'est comme ça que je me suis comporté par rapport au personnage de la mère et par rapport au truc de Joseph. Et maintenant que le film soit teigneux, je vous dis, on est chez les Vuillards, et je n'ai pas su faire autrement. Alors pour Antaigneux, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, maintenant que je vous connais un peu mieux, j'aime plus vos films. Oui, je voulais faire une remarque, mais en la faisant, je trouve que c'est très stupide, mais je vais la faire quand même, parce qu'évidemment, tout ce qu'on a vu et entendu, il y a un mot qui sort, c'est psychanalyse. Et je me dis, au fond, tout le cinéma, c'est des personnages qui auraient dû faire des psychanalyses, et s'ils l'avaient fait, il n'y aurait pas de film. Mais dans votre film, il y a quand même un passage qui nous prend par la main pour ça, c'est quand elle va chercher des médicaments chez Zvi, donc il est psychiatre, si j'ai bien compris. Ou psychanalyste. Un psychanalyste, et il lui dit, t'as pas besoin de médicaments, t'as besoin d'une bonne psychanalyse. Entre parenthèses, il y en a un gros paquet qui ont besoin de psychanalyse dans le film et ailleurs. Donc voilà, c'est juste cette remarque en passant, et on en parle. C'est comme si on tournait autour du pot, mais en fait, c'est ça le cinéma peut-être. Ces personnages qui n'ont pas fait de psychanalyse parce qu'ils n'y pensent pas. D'ailleurs, les deux personnages principaux, ils se font de l'auto-psychanalyse en étant écrivain ou acteur. C'est une façon de s'auto-analyser sans aller voir un médecin. C'est bête comme remarque, je pense, mais bon, voilà, c'est pour vous faire réagir. Pas du tout, j'embrasse votre remarque, d'autant que je pense que dans la rencontre avec la fan, avec Lucia, il y a quelque chose de l'ordre d'une thérapie qui se passe. C'est tout d'un coup, et c'est pas devant un homme, c'est pas devant un homme qui a été épris d'elle comme Zvi, c'est devant une femme
devant une femme dont elle espère qu'elle est éprise d'elle, qui est Lucia, que tout d'un coup elle peut dire quelque chose d'elle-même, que tout d'un coup des sentiments qui sont des sentiments dont on peut avoir honte, des sentiments contraires, des sentiments etc., que tout d'un coup quelque chose, une parole peut se délivrer, et que tout d'un coup Alice peut enfin se délivrer de quelque chose en déposant des mots et en sachant que Lucia ne la jugera jamais. Et je trouve que ces rapports qu'elle a sont en même temps des rapports amoureux et en même temps des rapports analytiques, puisque effectivement, s'il y a du transfert, c'est parce qu'il y a du contre-transfert, et qu'évidemment, il s'agit d'un rapport amoureux dans une certaine limite, mais d'un rapport où en tout cas tout jugement se suspend. Et il se passe un tout petit peu pareil, parce que et ça me faisait rigoler, parce que quand Louis se retrouve à prendre de la drogue avec son copain analyste, son copain analyste lui propose une ou deux interprétations en disant c'est à ce moment-là, c'est ça qui a tué Alice, etc. Et on voit Louis qui est très très mauvais patient, qui veut non, je ne suis pas du tout sûr que l'interprétation soit correcte, etc. Et en fait, il est sous l'écoute de Zvi, et sous l'écoute de Zvi, tout d'un coup, se permet un récit d'enfance et de ces figures qu'évoquait Laura. Donc je pense qu'il y a une présence de la psychanalyse, mais nous le savons, la psychanalyse et le cinéma sont à peu près contemporains, elles sont nées la même année, et je pense qu'elles ont en commun une chose qui est merveilleuse dans les films et une chose qui est merveilleuse dans une séance d'analyse, c'est que nous vivons dans la vie courante, quand nous ne sommes pas dans un cabinet ou quand nous ne sommes pas dans une salle de cinéma, nous vivons dans l'illusion que la vie est terne. Et il suffit qu'on rencontre un analyste ou qu'on rencontre un film, et on se dit, putain, mais ça signifie tout le temps. Tout le temps, ça signifie. On vit dans un monde enchanté, terrifiant, mais enchanté. C'est qu'en fait, il y a du sens tout le temps, entouré de sens. Et ça, on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours. Il faut qu'on soit enfermé dans le noir, ou il faut qu'on soit calmement devant un analyste, pour que tout d'un coup, on se rende compte que la vie scintille de signification quand on la croyait terne. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la grotte. Je pense que c'est la grotte de Niaux dans l'Ariège. Ouais, voilà, c'est une course séance, mais je la trouve très belle. On a l'impression que c'est l'origine de l'amour et de la rencontre entre Louis et son épouse iranienne. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Mais ça me plaisait parce que comme on le voit voler, ça me plaisait qu'on le voit tout en bas. Et comme le petit Jacob, j'avais envie d'en faire un mythe. J'aimais bien montrer son origine, et du coup on a visité, j'ai lu des bouquins sur les grottes pariétales et les cultes et tout ça, et ça m'a intéressé. Et du coup on se disait c'était beau qu'il soit tout au fond et tout en haut, quoi. Il y avait ce jeu entre les deux formes qui me plaisait, et ça rendait leur amour immémorial et de légende, quoi. Tout d'un coup ça leur donnait un côté de légende. Et c'est vrai que j'étais passionné dans les livres. Il y avait une réplique qui m'amusait beaucoup, c'est avec les claviformes. Moi, je n'y connaissais rien, puisque étant donné mon âge, je vois vos étudiantes à côté. Moi, on m'a appris des sornettes à l'école, vous voyez que c'était des cultes de chasse, etc. Que c'était pas du tout, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, j'ai découvert les claviformes, les petits signes comme ça qu'on trouve dans les grottes et les signes. Et tout d'un coup, je vois un écrivain et il dit des lettres, les premières lettres. Et en fait, il se trompe, c'est des signes, c'est pas encore des lettres. Mais de voir cette réplique-là m'enchantait, c'est tout d'un coup, il disait, je suis devant la première lettre écrite du monde. Et c'est vrai que quand j'ai visité des grottes où les peintures ont tant, c'est un vertige d'humanité, c'est très très frappant, quoi. Et donc, voilà, ça donnait c'était encore une partie du portrait de Fonia. J'aimais bien qu'elle protège ce qui vient des origines de l'humanité. Et puis elle protège la famille aussi. Enfin, elle a un rôle important aussi au moment de l'enterrement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces deux passages vers l'ailleurs, là, quand il vole et qu'on voit Roubaix. et puis ce moment dans la grotte. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment travaillez-vous avec ces acteurs qui sont vraiment formidables dans le film? Quelle est votre est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a je trouve vraiment ça fonctionne formidablement ce jeu de ces acteurs, etc. Non. Je répète pas avec eux ensemble, jamais. Je répète pas. Des fois, on lit un peu le texte, mais avec eux séparés, et j'attends quand ils se rencontrent, j'espère qu'il va y avoir une étincelle. Et je crois que je fais... la dernière fois, une fois, j'étais surpris, parce que c'était sur Roubaix une lumière, comme j'étais très impressionné par Roche Dizem,
la première interview que j'avais donnée, j'avais dit pour une fois je me suis comporté correctement, je n'ai jamais joué devant Roche Dizem, puisque d'habitude je fais le clown pour les amuser, je joue les scènes avant. Et à ce moment-là, Roche dit devant le journaliste m'a tapé la honte, il s'est tourné, il m'a dit mais tu rigoles ou quoi, t'as pas arrêté de jouer devant moi, pendant tout le film tu jouais devant moi. Donc même devant Roche Dizem. Donc j'aime aujourd'hui penser que peut-être j'ai eu la pudeur de ne pas jouer devant Marion Cotillard. Je crois que même devant Marion Cotillard, je jouais Alice tout le temps. Donc, je joue tous les personnages, et après, comme je suis... Vous voyez, je joue à peu près comme Louis de Funès, donc c'est pas terrible. Enfin si, c'est vachement bien Louis de Funès, mais c'est pas approprié, mettons. Et du coup, ils regardent, ils font leur marché dans ce que je leur propose, et après, eux, donc moi je me tape la honte, et eux ils se tapent la classe. C'est la répartition des tâches sur le tournage. Donc j'essaie de les amuser. C'est toujours quelque chose qui m'avait frappé... plus le film est grave, c'était des photos dans le gros livre de Taschen sur Bergman, où il y a des photos de Ingmar Bergman, et qui tourne un de ses films que j'adore. Il y a des photos qui m'a frappé, c'est une photo sur Les Communiants, qui doit être un des films les plus sombres qu'il ait jamais fait avec De la vie des marionnettes. Et on voit Bergman et Ingrid Thulin qui sont morts de rire sur le plateau, mais morts de rire. Alors que le film, c'était sinistre, c'est vraiment, il n'y a pas plus triste que ça. Et alors là, comme le film était très violent, je me disais, il faut que je les amuse. Donc j'essaie de les amuser, de leur raconter des histoires drôles, de blaguer avec eux, et de les inviter à ne pas avoir peur des sentiments aussi extrêmes ils puissent être, ou des sentiments qui sont requis, quoi. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé du troisième, de Fidèle. Mais c'est comme le film, il était obsédé par son sujet, c'est la même remarque que monsieur, qui disait mais quelle est la place laissée aux neveux? Mais il y a peu de place, parce qu'ils sont encombrés. Fidèle, il est écrasé entre deux monstres, parce que Louis c'est un monstre et Alice c'est un monstre. Et donc il a très peu de place pour exister. Alors évidemment, Benjamin Sixou avait cette grâce, cette élégance comme ça pour pouvoir exister. Il y avait une chose qui me frappait, c'est qu'il a choisi de ne pas avoir d'enfant. Voilà, ça va. Il a vu, il connaît, il voit le piège, il voit les deux aînés. Il dit oh, je vais peut-être botter en touche ailleurs, etc. Et ça me plaisait que le fait qu'il soit gay nous soit raconté par un détour de phrase juste à la fin du film, et qu'on se dise c'est qui ce type qui traîne dans le tableau, etc. Ah, c'est Simon. Et puis à la fin, Louis lui dit bah, toi t'es collé comme un dieu grec, mais décidément mon petit frère il ne devrait pas s'emmerder avec toi. Et alors on se dit bah oui, c'est aussi simple que ça. Et voilà, et ça me plaisait que les personnages apparaissent comme ça dans les détours, dans un film qu'une fois de plus est obsédé par son sujet et par les deux monstres qui le préoccupent, les deux monstres du titre. Alors vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec Fidèle. Moi, je trouve que c'est celui qui a déjà gagné sa liberté bien avant les quatre qui sont indifférenciés. Vous savez, je suis sage-femme. Moi, pendant tout votre film, j'ai pensé au cordon ombilical qu'on coupe. Et il n'est jamais coupé, sauf à la fin, avec le petit mot. Et Fidèle, lui, il a compris. Il est parti. Il s'est sorti de ce magma. Ouais. Votre film... Il a c'est de l'inceste. On est toujours là, au sens lointain, hein, je ne veux pas dire agression sexuelle. Il est là, c'est flottant, on ne sait pas comment les parents étaient avec leurs deux enfants. D'ailleurs, ils sont presque jumeaux. Vous finissez au Bénin. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est les jumeaux au Bénin. Et voilà, moi j'ai senti ça depuis quasiment la première scène. C'est trop fort pour que ce soit coupé. Ça n'a jamais été coupé. Et c'est coupé par la mort des parents. Et quelqu'un disait au début, est-ce que la mort des parents, ça libère? Évidemment que ça libère. Ça libère le corps, ça libère l'esprit. Après, on a cette sensation qu'il faut qu'on soit pas trop coupable de ça, de cette séparation. Et c'est magnifique, votre film. Voilà. On peut en écrire des heures. Je crois effectivement que Fidèle gagne. Et ça me plaisait que il est gagnant. Vous avez vu son visage? Bien sûr, il est béni des dieux. Voilà. Il est béni des dieux. C'est Benjamin Sixou. Il est heureux. Son mec, il est cool. Il n'a pas besoin d'être violent. Non. Il est là, il est compatissant. Il sait, mais lui, il a fait son petit pas de côté. Et il espère que son frère et sa sœur vont le faire. Merci infiniment pour votre main. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Arnaud d'être revenu au Vincennes.